Cette version de la Terre est ravagée par une maladie appelée le syndrome de Randolph. Les victimes sont frappées de folie et d'un sommeil interminable. On pense que cette maladie est causée par l'émergence d'une civilisation souterraine connue sous le nom d'Asylum. Ce nouveau monde se trouve en Antarctique, et il est rempli de créatures étranges, différentes de celles de la Terre ordinaire. Tout le monde sur Terre ne connaît pas Asylum, ni la menace sérieuse qu'il représente pour l'humanité. On dirait que l'expression « vivre sous une roche » illustre bien cette foutue situation. Il y a des militaires appelés les dormeurs qui combattent à Asylum. Ils partent en mission spéciale pour éliminer des monstres et autres. Notre idiot de héros s'appelle Shigure Daniel Kai. Disons que c'est le premier personnage d'anime avec 3 noms, non? Daniel voit une pub pour des slippers nécessaires, et il décide de postuler. Quand l'intervieweur lui demande sa motivation, Daniel répond simplement qu'il veut être un héros. Sa nouvelle se répand rapidement parmi l'armée et les slippers. Daniel est le premier idiot à postuler pour le poste de slipper en disant qu'il veut être un héros. Cependant, il est accepté parce que son aptitude est évaluée à B. Même ainsi, les hauts gradés croient qu'aucun peloton ne voudra de Daniel. Étonnamment, la commandante du peloton 11, Fira, propose de prendre le garçon sous son aile. Daniel arrive bientôt au sein du peloton 11. À son insu, une farce est prête à être jouée sur lui. Juste au moment où il ouvre la porte, il est touché par un coup de fusil festif. Le tireur, Larry, est membre du peloton, et il aime faire des blagues aux nouveaux arrivants. Daniel reste là comme un robot jusqu'à ce que les membres du peloton réalisent qu'il est évanoui. Lorsqu'il se réveille, Daniel est accueilli par l'officier exécutif du peloton, Leslie. Même Leslie est surpris que Daniel soit devenu un agent dormant parce qu'il veut être un héros. C'est nouveau. Leslie emmène Daniel à la porte où il lui demande s'il sait ce qu'est le rôle d'un agent dormant. Daniel pense que le travail d'un agent dormant est d'étudier les ressources à l'intérieur de elle. Asile, mais il semble que ce soit plus profond que ce qu'il pense. Leslie n'est pas encore prêt à lui divulguer des informations, lui disant qu'il découvrira lorsqu'il entrera dans l'asile. Leslie décide alors de lui expliquer les règles qu'il doit suivre. À suivre s'il veut passer un bon moment en tant que dormeur. La règle numéro 1 est de se débarrasser de toute forme d'espoir, car il n'y a aucun espoir quand on parle de l'asile. La deuxième règle est que Daniel soit responsable de lui-même. La troisième est qu'il ne doit pas mourir, car les morts sont essentiellement des nuisances et personne ne veut de nuisances. La quatrième règle est de ne jamais hésiter. Juste au moment où Daniel est sur le point d'apprendre la dernière règle, le peloton est appelé. Daniel doit découvrir quelle est la dernière règle s'il parvient à survivre à la mission, avant que le peloton ne pénètre dans l'asile. Daniel est approché par l'encre de santé mentale de l'équipe, Sumire. Elle lui remet le dispositif de communication qui va être connecté à sa tête, permettant une communication facile. Leslie, Daniel, Kubato et Larry sont les membres du peloton, qui descendent dans l'asile pour leur mission. Vera et Sumire restent dans la salle de contrôle pour superviser la mission. Vera prend des décisions très importantes pendant la mission, tandis que Sumire est responsable du suivi de la mission. En entrant dans l'asile, tout semble étrange pour le nouveau, ce qui est tout à fait normal puisque c'est le premier jour. Peu de temps après, il tombe sur un monstre à l'apparence bizarre. Les monstres trouvés à l'intérieur de l'asile ont reçu un nom général, qui est peur. C'est la fête de bienvenue de Daniel, et il réalise enfin que les monstres sont ce que les dormeurs combattent à l'intérieur de l'asile. L'équipe se met en position pour engager le monstre. Sumire évalue déjà la situation, et elle donne la procédure standard à suivre pour l'équipe. Pendant que le reste de l'équipe tente de réprimer le monstre, Leslie est chargée de le finir. Pendant que le reste de l'équipe se bat activement contre le monstre, Daniel semble complètement perdu. Il ne fait rien jusqu'à ce que le monstre soit vaincu. Après la bataille, Daniel s'excuse pour son manque d'efficacité, mais Leslie ne lui en veut pas. Pour Leslie, Daniel a passé son premier test, et c'est lui qui survit le premier jour. Puis, Leslie décide de parler à Daniel des membres du peloton, et de leurs raisons pour devenir des dormeurs. Kobato a perdu une partie de son corps, ce qui l'oblige à utiliser des membres prothétiques. Elle est devenue une agent dormante quand elle a appris qu'elle pouvait utiliser des prothèses corporelles avancées. Larry a été victime d'un accident tragique qui a endommagé son cerveau, lui retirant sa capacité à ressentir la douleur et la peur. Chacun dans le peloton a une raison spéciale pour laquelle il a rejoint. Leslie demande alors à Daniel pourquoi il a rejoint. Leslie s'attend à ce qu'il dise autre chose. Mais à sa grande surprise, Daniel répète qu'il est un agent dormante parce qu'il veut être un putain de héros. Juste à ce moment-là, Sumire attire l'attention du peloton sur une équipe décimée par un monstre. La section se précipite pour engager le monstre, mais rencontre une résistance difficile de la part du monstre. Le monstre met KO Kobato et Larry, ne laissant que Leslie et Daniel pour l'affronter. Le discours motivant précédent de Leslie se met en marche, et Daniel décide enfin de puiser dans son potentiel. Daniel parvient à utiliser son système de ciblage laser pour déstabiliser le monstre, donnant à Leslie la chance d'éliminer le monstre. À leur retour à la surface, Leslie laisse le pauvre imbécile savoir qu'il est fier de lui. Enfin, Daniel se présente correctement aux autres membres de l'équipe. Lors de leur prochaine mission, l'équipe tombe sur une créature scarifiée vivant sous la boue rapide. Elle apparaît au hasard, ce qui la rend mortelle. Sumire parvient à repérer la signature thermique du monstre, et elle dit à Kobato et Daniel de se préparer. Elle leur donne la localisation précise, et au moment où le monstre apparaît, notre héros préféré rate son tir, laissant le monstre s'échapper une fois de plus.
L'équipe revient à la surface, mais Daniel se fait réprimander sévèrement par Tsumir. Tsumir s'éloigne en disant à Daniel qu'il doit trouver quelque chose dans lequel il excelle. Cette remarque touche profondément Daniel, et il décide d'en parler à Larry. Il veut savoir ce dans quoi Larry est bon. Larry répond simplement qu'il est doué en chimie cérébrale. Larry a consacré son temps à connaître en gros tout ce qui concerne le cerveau humain. Étant le type étrange qu'il est, Larry pratique des chirurgies cérébrales pour le plaisir. Il aime ouvrir la tête des gens juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne perd pas de temps à proposer d'ouvrir Daniel, mais Daniel rejette rapidement cette fichue offre. Après sa conversation avec Larry, Daniel soumet sa question à Kobato, mais elle n'est pas d'une grande aide non plus. Daniel croise le commandant, et quand il essaie de la saluer, elle répond simplement de manière abrupte. C'est comme si la commandante évitait Daniel. Ou que Daniel l'avait offensé dans une vie antérieure. Daniel reste sous la neige ce soir-là à broyer du noir, et Leslie le trouve là. Daniel confie à Leslie ce qu'il ressent, et Leslie le rassure, en lui disant qu'il va s'habituer à l'équipe en un rien de temps. Leslie croit que Sumire est froide avec Daniel parce qu'elle est jalouse de lui. Apparemment, Sumire était une idole, mais sa carrière a touché le fond. Elle a postulé pour devenir sleeper dans une tentative de relancer sa carrière, mais elle n'a pas pu. Gérer l'environnement à l'asile, c'est pourquoi elle est une ancre plutôt qu'une dormeuse. Certains pensent que les dormeurs sont la vraie affaire, tandis que les ancres ne sont que de l'aide. Leslie parvient à remonter le moral de Daniel, lui, faisant comprendre que les rêves sont différents de la réalité. Avec cela, Daniel commence à s'habituer à l'équipe petit à petit. Un jour, on lui demande de nettoyer la salle de stockage, et il trouve un article sur Sumire. C'était quand elle était encore une idole. Daniel en parle alors à Sumire, en la félicitant. Elle pourrait être une idole bonne et talentueuse. Au lieu de bien le prendre, Sumire le prend assez mal, et elle s'éloigne en colère. Daniel reste choqué car il ne sait pas ce qu'il a pu faire de mal dans cette situation. Danny parle à Larry de l'événement, espérant entendre son avis. Après avoir entendu ce que Daniel a dit, Larry lui donne son opinion. Il lui fait comprendre que la personne concernée ne voulait probablement pas que le sujet soit abordé, ou ne voulait pas que Daniel s'immisce dans ce qui était considéré comme sa spécialité. De plus, Larry pense que la personne concernée ne pense pas que Daniel comprendrait le sujet. La quatrième opinion de Larry est que la personne n'aime pas Daniel. Après avoir entendu tout cela, Daniel se rend compte que les 4 raisons pourraient en fait être correctes. Le lendemain, Daniel décide de reparler à Sumire. Cette fois, il s'excuse d'avoir essayé de la comprendre sans réaliser que elle faisait de son mieux pour devenir une dormeuse. Il lui fait savoir que peu importe la carrière qu'elle choisira, elle s'en sortira très bien. Sumire ne pense toujours pas que Daniel peut ressentir ce qu'elle ressent, mais avant que la conversation puisse continuer, l'équipe est appelée pour une mission. La mission de l'équipe est d'éliminer le Scar qu'ils ont manqué la dernière fois. Vera pousse l'équipe à suivre les ordres de Sumire à la lettre. Une fois arrivés sur le lieu de la cible, Sumire leur ordonne de tirer au sol jusqu'à ce qu'elle leur dise d'arrêter. Elle prévoit aussi d'utiliser Larry comme appât puisqu'il ne ressent ni douleur ni peur. Le plan de Sumire fonctionne à merveille car elle parvient à attirer le monstre, donnant à l'équipe l'occasion d'infliger un maximum de dégâts au monstre. Leslie intervient alors pour achever le monstre avec son épée. En revenant à la surface, Sumire attend déjà Daniel. Elle avoue que la raison pour laquelle elle a rejoint l'armée est de devenir célèbre dormeur, espérant qu'il lui donnera une autre chance de devenir une idole. Elle a maintenant pu libérer ses émotions refoulées grâce à Daniel. Daniel s'apprête à partir quand Sumire lui dit qu'il a quelque chose dans lequel il est doué. Sumire dit à Daniel qu'il est bon pour encourager les autres. Sumire agit vraiment gentiment envers le gars avant de s'enfuir. Daniel sourit après le départ de Sumire parce qu'il se rend compte qu'il s'intègre enfin dans l'équipe. Juste alors, Leslie apparaît pour dire à Daniel que Vera l'appelle. Daniel arrive au bureau de Vera pour apprendre qu'elle lui confie une mission spéciale, mais il a la possibilité de refuser. Daniel est finalement choqué lorsque Vera lui dit que sa mission est d'assassiner quelqu'un. Et cette mission va évidemment faire de lui un héros qui a sauvé le monde. Daniel s'éloigne pour y réfléchir, mais cela le tracasse, le faisant se demander si assassiner quelqu'un fait partie du rôle d'un dormant. Puisque l'équipe a leur jour de congé le lendemain, ils prévoient de visiter la ville de la falaise, et Larry invite Daniel à venir avec eux. Pendant ce temps, il y a un professeur appelé Iceman qui pense que la fin du monde approche. Il a rassemblé beaucoup de croyants grâce à cela, mais il a un homme préféré, Aiden, qui exécute des missions spéciales pour lui. Le lendemain, les membres du peloton 11 se séparent pour leurs vacances, mais ils fixent une heure précise pour se retrouver. Cependant, Daniel est coincé avec Larry, car il ne connaît pas bien Clifton. Le premier endroit que Larry visite est un magasin qui vend des dispositifs médicaux au marché noir. C'est alors que Daniel comprend que Larry ne plaisante pas, lorsqu'il affirme qu'il ouvre les têtes des gens. Les deux tombent bientôt sur un dealer de substances, harcelé par ses clients, à cause de son échec à se procurer la substance dont ils ont besoin. Larry intervient sans réfléchir. Daniel a peur et essaie de tirer Larry loin de là parce qu'il est impossible que 2 gamins comme eux aient une chance contre 3 voyous. Cependant, Larry pousse Daniel à affronter les 3 voyous. Daniel est attaqué, mais il met les 3 voyous à terre comme si de rien n'était. Larry explique alors à Daniel qu'il est en fait un humain amélioré parce qu'il est un sleeper. C'est pour ça qu'il abat des humains ordinaires comme si c'était rien. Daniel et Larry s'apprêtent à partir pour rejoindre les autres.
équipe, mais le trafiquant de drogue les arrête, leur proposant un travail. Il veut que Daniel et Larry lui apportent des graines qui poussent sur un certain arbre dans l'asile. Les graines sont en réalité des drogues, appelées graines Vista. Le trafiquant a un autre dormeur qui travaille avec lui, mais n'a pas encore réussi à contacter l'idiot du ciel. C'est la raison pour laquelle il confie cette tâche aux deux idiots qu'il voit. Daniel veut refuser le travail, mais Larry accepte plus vite qu'il ne peut cligner des yeux. Apparemment, les dormeurs ont d'autres activités parallèles, et Larry est prêt à relever le défi puisqu'il n'a peur de rien. Larry emmène alors Daniel par un itinéraire secret qui mène à l'asile. En entrant dans l'asile, Larry les emmène dans un endroit complètement éloigné de leur site de mission. Cet endroit est en gros comme une oasis, et alors que Larry lui explique encore des choses, il rencontre une jeune fille. Daniel est surpris de voir un humain dans l'asile. Larry explique alors à Daniel que les humains trouvés dans l'asile ne sont pas appelés humains. Ils sont appelés exilés. Personne ne sait vraiment s'ils viennent de l'asile ou s'ils sont des réfugiés d'ailleurs. Larry s'avance alors vers la fille en lui montrant une image de l'arbre Vista pour lui demander si elle sait où il se trouve. Cependant, Daniel lui arrache rapidement le téléphone, disant à Larry de ne pas corrompre la petite fille. Daniel dit alors à la fille de partir car il est dangereux pour elle d'être près de quelqu'un comme Larry. La fille secoue la tête et s'en va. Après son départ, Larry raconte à Daniel que les exilés venaient en fait de l'asile. Mais les entreprises qui explorent l'asile ne veulent pas payer de frais supplémentaires pour empiéter sur les terres d'autrui, c'est pourquoi les humains vivant dans l'asile sont appelés les banés. Peu de temps après, la jeune fille d'avant revient. Elle leur fait signe de la suivre. Pendant ce temps, le reste de l'équipe s'inquiète pour Daniel et Larry. Comme leur téléphone ne passe pas, ils supposent que les deux sont dans les clubs souterrains. Cependant, ils tombent d'une manière ou d'une autre sur les 3 voyous que Daniel a battus. De retour à l'asile, la fille les conduit à l'arbre qu'ils cherchent. Larry et Daniel sont heureux à cette nouvelle, et Daniel récompense la fille d'une tape sur la tête. Soudain, un scar volant apparaît et semble être après la fille. Les armes qu'ils ont avec eux ne sont pas leurs armes officielles, donc cela ne va pas causer beaucoup de dégâts au monstre. Daniel parvient à pousser la fille au sol pour la protéger, pendant que Larry tire sur le scar pour au moins le repousser. Le trio parvient à se cacher dans une structure pendant que le scar les attend dehors. De retour à la surface, Leslie et les autres membres de l'équipe ont réussi à obtenir des informations sur la localisation de Larry et Daniel grâce aux trafiquants de substances. Daniel et Larry trouvent bientôt une idée pour distraire le scar puisqu'il est après la fille. Larry propose de distraire le monstre parce qu'il ne peut pas ressentir la douleur, mais Daniel, il pense qu'il est la mauvaise personne pour le travail. Sa capacité à ne pas ressentir la douleur va le rendre complaisant et probablement mourir face au monstre. Daniel sait qu'il est la bonne personne pour distraire le scar. Daniel ressent la douleur et cela le motivera à éviter le scar pour ne pas mourir. Une fois qu'ils sont d'accord, tout ce qui reste à faire pour Daniel, c'est d'accomplir la tâche. Avant de le faire, il demande à la fille quel est son nom, et elle révèle qu'elle s'appelle Elsie. Daniel prend l'écharpe de Elsie et la noue dans son dos. Il sort de la structure et est immédiatement poursuivi par le scar. Pendant ce temps, Larry a mis la fille en sécurité, tandis que Daniel distrait le monstre. Larry revient alors aider Daniel pour qu'il puisse s'éloigner du monstre. Cependant, le monstre finit par les coincer et alors qu'ils sont sur le point de devenir le repas du monstre, Leslie, Kubato et Samira arrivent en camion. Ils percutent le monstre avant de lui tirer dessus à plusieurs reprises pour le faire fuir. Une fois le monstre parti, Daniel et Larry montent dans le camion. L'équipe rentre ensuite en sécurité. À leur retour à la surface, Leslie gifle Daniel et Larry pour leur imprudence. Leslie sait que Larry ne ressent pas la douleur, mais il lui fait comprendre qu'il y a d'autres qui ressentiront la douleur de sa disparition. Après cela, Daniel se rend au bureau de Vera pour accepter la mission d'assassinat. Daniel est émerveillé quand il réalise que sa cible est Elsie. Ensuite, l'équipe rencontre un type spécial d'ennemis lors de leur prochaine mission. Ce sont des exilés qui ont essentiellement perdu leur chemin mais sont maintenant appelés des cultistes. L'équipe engage le combat avec les cultistes, mais ceux-ci se retirent rapidement en réalisant qu'ils sont en infériorité numérique. Lorsque l'équipe revient à la surface après la mission de la journée, Vera appelle Leslie. Daniel s'attendait déjà à être celui qui serait convoqué. Mais il a été choqué lorsque Leslie a été la personne convoquée. Daniel commence à réaliser que Leslie est un personnage mystérieux. Leslie arrive au bureau de Vera, et elle lui dit de se préparer pour leur mission planifiée à l'avance. Il semble que Leslie et Vera connaissent la mission d'assassinat, et Leslie est prêt à tout pour Vera. Plus tard, Daniel parvient à convaincre Larry d'enquêter sur le passé de Leslie. Kubato, Larry, Sumire et Daniel consultent des photos du passé de Leslie. Et ils découvrent qu'il et Vera étaient amis avant même leur emploi actuel. Apparemment, les deux travaillent comme des fashionistas exclusifs. Dans l'une des images, il y a Aiden, mais aucun membre de l'équipe ne l'a rencontré, ils ne savent donc pas qui il est. D'un autre côté, Vera a aussi un agent infiltré supplémentaire avec elle. Il porte toujours un masque, ce qui rend son identité difficile à deviner. Pendant ce temps, Aiden et l'un de ses associés, Nadia, font aussi des mouvements concernant Elsie. Nadia est une jeune fille qui a 2 lapins comme animaux de compagnie, et ils la suivent partout.
Hayden est surpris lorsqu'il apprend que Vera et les membres de son escouade s'apprêtent à passer à l'action. Cela rend la situation plutôt intéressante pour Hayden. Plus tard, Leslie retrouve Daniel dans la salle d'entraînement. Daniel travaille dur pour pouvoir aider l'équipe. Leslie propose alors à Daniel de sortir avec lui. Leslie emmène Daniel dans un bar qu'il fréquente habituellement. Il demande une table privée où il peut discuter librement avec Daniel. Une fois assis, Daniel demande à Leslie depuis combien de temps. Il est un agent dormant, et il répond 3 ans. Leslie décide alors de parler de la mission d'assassinat. Il dit simplement à Daniel de ne pas hésiter s'il compte accomplir la mission. Leslie part aux toilettes et une fois qu'il est parti, le barman dit à Daniel que Leslie a été danseur autrefois. Leslie a tenté de se lancer dans la réalisation, mais ça n'a pas marché et c'est pour cela qu'il est devenu un dormeur. À ce moment, Daniel reçoit un appel d'une personne inconnue et il sort du bar. Il trouve Nadia qui le regarde dans le couloir. Nadia raccroche et s'enfuit, forçant Daniel à la poursuivre. Cependant, Daniel est intercepté par un membre d'une secte. Leslie revient au bar pour apprendre du barman que Daniel est parti après avoir reçu un appel. Daniel essaie de combattre les sectaires, mais il y a peu qu'il puisse faire contre eux avec une canne. Daniel est bientôt acculé dans une impasse par les cultistes. Mais heureusement, Leslie arrive pour aider. Ensemble, ils neutralisent les cultistes. À leur insu, Nadia observe toute la scène depuis sa cachette. Après avoir maîtrisé les cultistes, Daniel et Leslie se retrouvent avec la question de savoir qui a appelé Daniel loin du bar. Cependant, Leslie sait pertinemment que les cultistes qui les ont attaqués étaient contrôlés par quelqu'un. C'est alors que Hayden apparaît de l'ombre. Leslie le reconnaît, mais fait exprès de faire comme s'il ne le connaissait pas. Il semble que les deux aient été amants, mais qu'ils se soient séparés en très mauvais termes. Leslie dit immédiatement à Daniel de rester en arrière, mais Daniel reconnaît l'homme. Sur l'une des images qu'il a vues en regardant Leslie, la conversation entre Leslie et Hayden devient vite étrange aussi. Mais Hayden dit à Leslie qu'il n'est pas là pour lui. Il lui fait savoir qu'il est là pour le garçon. Il comprend immédiatement que Hayden et ses hommes sont au courant de leur plan. Leslie a peur, et il dit à Daniel de s'enfuir. Daniel obéit, et quand Hayden essaie de tirer, Leslie le distrait en lui lançant un objet. Daniel essaie toujours de s'échapper quand il tombe à nouveau sur Nadia. Nadia envoie ses lapins après Daniel pour tenter de l'arrêter. Pendant ce temps, Leslie et Hayden s'affrontent sérieusement. Soudain, Daniel entend une explosion là où il est. Daniel s'inquiète et se tourne vers l'endroit où se trouve Leslie. Nadia essaie de l'arrêter avec les lapins, mais Daniel les maîtrise facilement, en les attachant dans son manteau avant de prendre la fuite. Hayden tient Leslie en joue lorsque Daniel arrive. Daniel frappe Hayden à la main, avant de fracasser une conduite de gaz pour perturber la visibilité de Hayden. Hayden décide alors de se retirer, mais assure aux deux qu'ils se reverront sûrement. Après le départ de Hayden, Daniel dit à Leslie qu'il est revenu pour lui parce qu'il ne veut pas qu'il meure. Hayden et Nadia retournent à leur bastion, mais Hayden est convaincu que LC tombera entre leurs mains. Grâce au entraînement de Daniel, il s'améliore en combat réel. Pendant ce temps, le professeur Iceberg est finalement déçu de Hayden pour son échec. Il le bat comme un déchet pour le punir, mais même Hayden n'en est pas en colère. Il pense seulement qu'Iceman essaie de le corriger pour son erreur. Hayden semble être devenu un fanatique des enseignements d'Iceman, et c'est la raison pour laquelle il ne remet pas en question ce que fait Iceman. Iceman dit alors à Hayden de capturer LC, et que il doit se débarrasser de tout ce qui pourrait poser problème. Cela inclut Leslie si nécessaire. Plus tard, Leslie appelle Daniel pour lui dire de ne pas s'inquiéter pour la mission en cours. Il lui fait savoir que ses inquiétudes vont affecter le reste de l'équipe, et ils ne veulent pas cela. De plus, il dit à Daniel d'apprendre à travailler avec Kobato, puisque tous les deux fournir un soutien à l'équipe par l'arrière. Kobato et Daniel commencent à éviter l'un l'autre pour des raisons inconnues. Sumire pense que Daniel évite la jeune femme parce qu'elle ressemble à son ex-petite amie. C'est une blague, bien sûr. Ensuite, Leslie propose qu'ils organisent une fête de bienvenue pour Daniel. Ils ne l'ont pas fait depuis qu'il a rejoint, donc c'est normal pour eux de le faire. L'équipe sort pour prendre des ingrédients, et comme d'habitude, Kobato et Daniel se donnent de l'espace. Ils passent devant une publicité d'anime, et le reste de l'équipe remarque cela. L'attention de Daniel est attirée par la publicité. Il lui demande immédiatement s'il est fan d'anime, mais il évite la question et s'éloigne. Apparemment, Kobato est fan d'anime, et Leslie pense déjà que Daniel et Kobato sont amoureux parce qu'ils partagent le même hobby. Pour essayer de forcer les deux à régler leurs différends, Leslie dit à Kobato et Daniel qu'ils seront ceux qui iront chercher les ingrédients. Leslie, Sumire et Larry restent à l'extérieur du centre commercial tandis que les deux entrent pour prendre les ingrédients sur ordre de Leslie. En entrant dans le centre commercial, Daniel et Kobato s'entendent d'une manière ou d'une autre. Kobato commence à tout ramasser et la plupart des choses ne sont même pas nécessaires. Il s'avère que la famille de Kobato est riche, elle peut donc explorer comme elle le veut. Après quelques minutes de shopping, Daniel part chercher des boissons. À l'extérieur du centre commercial, Leslie et les autres espèrent que Daniel s'entend déjà bien avec Kobato. Leslie avoue qu'il aide Daniel à s'intégrer dans l'équipe. Au distributeur, Daniel tombe sur la petite faiseuse de troubles, Nadia. Après avoir eu la confirmation de Hayden, Nadia ordonne à ses lapins d'attaquer Daniel. Daniel prend la fuite pendant que les lapins le poursuivent.
Il parvient à rejoindre Kobato et lui dit de courir. Les deux fuient pour sauver leur peau mais décident de riposter après quelques secondes. Utilisant des carottes comme distraction, ils repoussent les lapins comme des ballons de football. Nadia est déçue en voyant les deux malmener ses lapins. Elle les regarde sévèrement, leur promettant qu'ils vont payer pour avoir frappé ces adorables lapins diaboliques. À ce moment-là, un Scar est invoqué pour affronter Kobato et Daniel. Daniel et Kobato s'enfuient avant que le Scar ne se manifeste complètement. Cependant, ils arrivent dans une impasse, sans armes pour se défendre. Par coïncidence, ils découvrent qu'ils sont tous deux fans d'anime. Quand Daniel cite une réplique de l'un de ses animes préférés, cela rapproche d'une certaine manière les deux, et ils décident de travailler ensemble afin de vaincre leur ennemi commun. Les deux se faufilent dans le sous-sol où ils tendent un piège au Scar. Une fois que le Scar est à leur vue, ils bloquent sa vision. Avec des bombes fumigènes avant de tirer des feux d'artifice sur le monstre, avant que le monstre ne puisse réagir à ce qui se passe. Daniel et Kobato ont déjà l'avantage. Ils sautent d'en haut et frappent le monstre par derrière pour le détruire. Grâce à cela, Daniel et Kobato parviennent à vaincre le monstre grâce au travail d'équipe. Plus tard dans la nuit, Daniel et Kobato partagent davantage leurs pensées et idées concernant l'anime et leur passion pour celui-ci. Pendant que le reste de l'équipe mange et s'amuse, Daniel et Kobato se découvrent eux-mêmes. Dans une courte scène, on voit Nadia rencontrer un espion dormant, qui l'informe de la date et de l'heure de la mission. Ensuite, Vera parvient à convaincre les hauts responsables que LC est dangereuse, justifiant ainsi la nécessité de l'éliminer. Une fois qu'ils sont d'accord, Vera obtient la permission d'exécuter l'assassinat. Cependant, on lui informe que son succès dans la mission va déterminer la continuation de son peloton. En gros, LC est connue comme l'enfant de l'éternité, qui apportera la destruction au monde. Après être sortie du bureau de son patron, Vera croise Leslie. Vera est troublée par la mission et elle demande l'avis de Leslie à propos de tout dire à Daniel sur la mission, mais Leslie lui dit de ne pas le faire. Avant la mission, Vera donne à Leslie une chaîne et une bague, lui disant de les considérer comme un porte-bonheur pour la mission. Leslie et l'équipe descendent bientôt dans l'asile. C'est à ce moment-là que Leslie leur explique la nature de la mission. Leslie leur fait savoir qu'ils infiltrent une population d'exilés. Ils vont s'habiller comme des exilés pour infiltrer une fête d'anniversaire d'exilés. Apparemment, la personne fêtée ce jour-là est LC. Les exilés savent à quel point elle est importante, et à cause de cela, la maison où se tient la fête est remplie de sécurité. Peu de temps après, Leslie et son équipe arrivent à un village d'exilés où ils rencontrent un contact. Leur contact leur indique la direction du manoir et s'en va. Avant d'infiltrer le manoir, Leslie et son équipe enfile des tenues de femme de chambre et de majordome. Leslie appelle Daniel à l'écart pour lui parler de la mission car il est le seul membre de l'équipe qui sait vraiment ce qui se passe. Leslie lui dit qu'il sera celui qui éliminera la cible. Leslie et les autres vont envahir le manoir, identifier la cible, la mener à une fenêtre, et laisser Daniel finir le travail. Daniel demande alors à Leslie pourquoi il fait tout ça. Et Leslie répond simplement qu'il fait tout cela pour Vera. Leslie dit que Vera est désespérée que le plan réussisse et qu'il essaie juste d'aider. Avant de partir, Leslie dit à Daniel qu'il a laissé le collier pour éviter de le perdre pendant la mission. Peu de temps après, Leslie, Kobato et Larry infiltrent le manoir tandis que Daniel installe une position de sniper au loin. En entrant dans le manoir, Daniel remarque que Leslie dévie du plan. Leslie agit différemment de ce qu'il lui avait dit. Leslie s'est séparée de Kobato et Larry, laissant Daniel se demander ce que le type est vraiment en train de faire. Larry et Kobato réalisent bientôt qu'ils sont tombés dans une situation qui les dépasse, en voyant le nombre d'agents de sécurité dans le manoir. En fait, le chef des exilés semble être présent dans la manoir. Larry quitte Kobato pour essayer de retrouver Leslie, mais il tombe sur Aiden à la place. Aiden met Larry hors de combat en l'injectant avec un sédatif. Aiden et Leslie se croisent bientôt dans l'une des pièces. Une bagarre éclate entre eux, et comme Aiden est armé de fusil, Leslie n'a d'autre choix que de se défendre avec le bouclier et l'épée qu'il a trouvé dans la pièce. La bataille féroce entre les deux amants séparés continue alors qu'ils dispersent toute la pièce, essayant de se tuer mutuellement. Les deux se retrouvent bientôt face à face, mais Leslie n'a pas le temps de perdre. Et il parvient à repousser Aiden pour pouvoir quitter la pièce. Dans le hall du manoir, Elsie est reçue par les invités importants qui sont venus la voir. Leslie contacte Vera, lui suggérant d'annuler la mission, mais elle refuse. Aiden rattrape Leslie, et leur jeu du chat et de la souris recommence. Kobato a trouvé Larry, qui était attaché par Aiden. Leslie les contacte alors, leur disant de terminer la mission car Aiden l'a coincé. Enfin, Leslie leur donne le nom de la cible et l'endroit où elles doivent la mener. Kobato ne sait pas qui est Elsie, mais Larry s'en souvient. Depuis qu'ils se sont introduits en cachette dans l'asile pour Vista Seeds, Aiden pousse Leslie jusqu'au balcon, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune issue. Pour attirer l'attention d'Elsie, Kobato allume des feux d'artifice. Grâce à cela, Daniel a une cible claire sur la jeune fille. Cependant, il a du mal à appuyer sur la détente. À ce moment-là, Daniel aperçoit Leslie. Il réalise que Leslie va mourir s'il n'intervient pas. Daniel est maintenant partagé entre sauver Leslie ou accomplir la mission. Après un bref instant de réflexion, Daniel décide de sauver Leslie. Il tire sur Aiden, lui arrachant un de ses bras.
Aiden pousse un cri de douleur, ce qui attire l'attention de ceux qui sont dans le manoir. Les choses se compliquent immédiatement. Maintenant que les exilés savent qu'ils sont attaqués, Leslie gronde Daniel pour avoir merdé, mais en même temps, il le remercie de lui avoir sauvé la vie. Leslie dit ensuite à Daniel de rejoindre Kubato et Larry. Larry et Kubato tombent sur une machine, qui vise à les tuer. Larry est encore faible à cause de l'effet du sédatif, et il a du mal à courir correctement. Heureusement, Daniel arrive pour le porter sur son dos. Le trio commence à s'enfuir tandis que la machine se rapproche d'eux. Pendant ce temps, Aiden a déjà une position de tir parfaite, et il attend la bonne occasion pour tirer. Au moment où la machine est sur le point de rattraper le trio, Leslie apparaît sur un engin volant. Il parvient à attirer l'attention de la machine et la détourne du trio. Leslie prévoit de faire tomber la machine d'une falaise, mais les choses dégénèrent quand Aiden abat l'engin flottant de Leslie. Leslie tombe à sa mort, et la machine aussi. Cependant, Daniel part avec un sourire aux lèvres, et il espère que l'équipe pourra terminer la mission. Le cri de Daniel se fait entendre au loin alors qu'il réalise que Leslie est parti. Daniel et le reste de l'équipe retournent à la base, et peu de temps après, les restes de Leslie sont amenés à la base. Pendant ce temps, Aiden a décidé de prendre quelques exilés en otage. Il veut les utiliser pour atteindre Elsie, mais Elsie et ses gardes ont déjà quitté le manoir. Quand il est temps pour un proche de venir chercher les affaires de Leslie, Daniel propose de l'aider. Après avoir rassemblé les affaires, la dame suggère qu'il se repose avant de les mettre en boîte. La dame demande à Daniel depuis combien de temps il connaît Leslie, et il répond que cela fait 3 mois. Cela surprend la fille parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que Daniel et Leslie soient déjà si proches. Quelques instants plus tard, le reste de l'équipe rejoint pour aider à emballer les affaires de Leslie. Après avoir emballé les affaires, Daniel demande à ses coéquipiers s'ils vont rencontrer la famille, mais Larry répond non. Les dormeurs sont habitués à la mort, donc ils ne pas prendre leur temps pour pleurer les morts. Ils n'aident même pas à faire leur bagage. Ce qui signifie que Daniel sera le premier à le faire. Apparemment, les dormeurs se sont conditionnés à avancer rapidement pour éviter de perdre la tête chaque fois qu'un coéquipier meurt. Plus tard, Vera convoque Daniel dans son bureau pour lui dire que la mission est toujours en cours. Une nouvelle date et heure seront choisies, puis communiquées à Daniel. Cependant, Daniel décide de demander à Vera quel est le but de la mission. Vera n'est pas prête à commenter cela, et Daniel ne fait que fou de demander à Vera si elle n'est pas triste de la mort de Leslie. Vera répond simplement que les morts sont partis, et que être triste ne les fera pas revenir. Elle encourage Daniel à se préparer pour la mission, et elle lui fait aussi savoir qu'il a la possibilité de refuser. Daniel dit alors à Vera qu'il lui faudra un peu de temps pour y réfléchir. Vera accepte, en disant à Daniel qu'il a 3 jours pour prendre sa décision. Après avoir quitté le bureau de Vera, Daniel se souvient de ce que Leslie lui a dit concernant le collier. Avant que les effets de Leslie soient expédiés, Daniel les regarde mais ne peut pas les trouver. Il commence à se demander où Leslie aurait pu cacher le collier. Daniel pense encore à cela lorsque l'équipe est convoquée pour leur prochaine mission. Puisque Leslie n'est plus avec eux, Vera leur dit qu'elle va les suivre lors de la mission. L'équipe retourne à l'asile et se dirige vers le village où ils ont rencontré leur contact la dernière fois. Ils retrouvent leur contact, et cette fois, elle leur dit que le chef du village n'est pas encore revenu de la fête. En entendant cela, Vera suggère qu'ils vérifient la maison pour savoir ce qui se passe réellement. En arrivant au manoir, l'équipe se rend compte qu'il est vide. Cependant, Daniel, étant le génie qu'il est, comprend que les gens ont dû être enlevés. Pour le confirmer, ils doivent trouver un indice. En cherchant dans le manoir, Daniel se rend compte que Leslie lui a en fait donné une note écrite à la main. Elle contient des chiffres et des lettres aléatoires que Daniel ne comprend pas. Daniel est appelé au garage où l'on lui montre des traces de pneus. Vera ordonne alors aux membres de l'équipe de suivre la voiture pendant qu'elle règle quelque chose de personnel. Pendant ce temps, Aiden essaie toujours de soutirer des informations à ses victimes. Le chef du village est l'un des otages, et il dit à Daniel qu'ils n'ont aucune idée d'où se trouve Elsie. Aiden décide d'arrêter pour la journée quand Nadia lui informe que Vera est avec le peloton 11. Daniel et les 2 autres parviennent à rejoindre les otages à temps. Ils sont marqués dans la pièce, mais Daniel et son équipe se battent contre eux jusqu'à ce que Vera elle-même arrive. Avec sa puissante lame, aucun des monstres n'a une chance face à la habile Vera. Vera s'occupe des monstres pendant que Daniel et les autres sauvent les otages. Cependant, Daniel et ses membres d'équipe ont du mal à partir du bâtiment parce qu'Aiden a un sniper sur eux. Daniel se calme pour essayer de réfléchir à ce que Leslie aurait fait s'il était dans la situation actuelle. L'équipe contacte Samir pour analyser les positions de tir. Elle propose 2 endroits, et après avoir déterminé le plus sûr, l'équipe passe à l'action. Il tire une suppression sur l'endroit de tir le plus sûr, mais comme prévu, Aiden n'est pas à cet endroit. Aiden est sur le point de commencer à se moquer d'eux pour avoir eu tort quand Daniel surgit derrière lui, exigeant qu'il lâche son arme. Cependant, Daniel s'approche trop près, donnant à Aiden l'occasion de le surprendre. Aiden le fait tomber au sol et est sur le point de le tuer quand Vera arrive sur les lieux. Aiden, réalisant qu'il n'a aucune chance contre Vera, saute du bâtiment et est récupéré par l'avion de Nadia. Lorsque Vera et son équipe retournent au village, le chef du village leur montre un joyau rouge qu'il comptait offrir à Elsie. Le joyau rouge contient une bague et puisque Elsie n'est pas disponible, Vera propose de la garder.
Lorsque l'équipe revient à la base, Daniel dit à Vera que il est maintenant prêt à se lancer dans la mission d'assassinat, parce qu'il ne veut pas que le sacrifice de Leslie soit vain. Vera est soulagée d'apprendre cela et elle lui fait savoir que les détails de la mission lui seront transmis. Les hauts responsables convoquent Vera dans leur bureau pour la réprimander, pour ne pas avoir réussi à capturer ou éliminer Elsie. Cependant, elle obtient une autre chance de retrouver Elsie et de l'éliminer. Daniel se rend au bar où Leslie l'avait déjà emmené. Daniel et le barman parlent du défunt Leslie. La barmaid révèle qu'elle et Leslie ne sont pas si proches parce que chaque fois qu'il vient au bar, il s'assoit simplement dans un coin, écrivant dans son petit carnet. Daniel montre alors à la barmaid la note écrite qu'il a reçue de Leslie, mais même, elle ne reconnaît pas ce qui est écrit dans la note. Pendant ce temps, le chef de la sécurité pour Elsie a décidé de séparer les détails de sécurité des filles, pour rendre plus difficile leur suivi par les ennemis. Le chef de la sécurité, Blake, pense que Hayden n'a pas la force d'attaquer avec toute sa puissance. Hayden le suit et il remarque instantanément le changement de formation. Hayden est aussi un adversaire redoutable car il parvient à comprendre la stratégie de Blake et il sait que la seule façon pour eux d'obtenir Elsie est de devancer ses gardes du corps. Ils doivent découvrir où se trouve le lieu de la remise, pour que ce soit plus facile et mieux pour eux. Plus tard, Larry raconte à Daniel le plan de l'équipe pour organiser les photos de Leslie dans un album afin qu'il puisse se souvenir facilement de lui. Cependant, il remarque quelque chose d'étrange en commençant à examiner la base de données photos. Il y a moins de photos de Leslie dans la base de données. Alors qu'il regarde les images, Daniel trouve une section où il doit saisir des chiffres. Il comprend immédiatement que les chiffres sur la note donnée par Leslie pourraient être la clé. Daniel entre les chiffres et voilà, une image s'affiche, prise il y a 6 mois. Larry et Kubato sont sur la photo mais ils ne semblent pas se souvenir de la raison exacte pour laquelle Leslie l'a prise. Ils supposent simplement qu'il a pris la photo à cause de son caractère mystérieux. En y réfléchissant, Daniel croit que Leslie en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Leslie connaît différents endroits et sorties à l'intérieur de l'asile, pense Daniel. Avant que Daniel ne puisse s'asseoir pour réfléchir davantage à cela, l'équipe est convoquée pour leur prochaine mission. L'équipe entre dans l'asile et se dirige vers le lieu où doit avoir lieu la remise. Cependant, Kubato et Larry réalisent que l'emplacement est près de l'endroit d'où ils ont pris la photo il y a 6 mois. Ils commencent à se demander s'ils se trompent ou si ce n'est qu'une coïncidence. Vera exhorte Daniel à ne pas merder cette fois-ci car il pourrait ne pas avoir une autre chance d'éliminer Elsie. Daniel se dirige vers le toit, qui est l'endroit parfait, pour lui permettre d'éliminer la cible. Il se rend compte qu'il est à la même place où la photo a été prise. Un bureau se trouve près de lui et quand il l'ouvre, il trouve aussi le collier et la note de Leslie, Daniel. Dans la note de Leslie, il avait déjà prévu sa mort, mais il est rassuré que celui qui lit ses notes est quelqu'un de son choix. Dans la note, se trouve la vérité que Leslie a recueillie concernant Vera. Avant que Daniel ne puisse approfondir le contenu de la note, il entend une explosion au loin. Daniel sort son arme pour voir que les monstres scarifiés sont apparus à l'endroit du transfert. L'apparition des monstres a compliqué la tâche de Blake. En même temps, Vera et son équipe sont plongés dans la confusion. Cependant, Vera dit à Daniel de garder sa position et d'éliminer Elsie dès qu'il en aura l'occasion. Pour pimenter la fête, Hayden arrive. Il attaque Kubato et Larry mais Daniel réussit à le maîtriser en tirant un coup de semonce. Hayden se cache derrière un abri tandis qu'il cherche d'où vient le tir. L'équipe est en difficulté mais le regard de Vera est fixé sur Elsie et comment elle va la supprimer. Pour sortir Hayden de l'équation, Daniel part personnellement à sa poursuite tandis qu'il laisse Larry et Kubato faire le travail à sa place. Danny et Hayden s'engagent dans une fusillade tandis que Vera et Blake sont occupés à éliminer des monstres comme une lame chaude coupant le beurre. Hayden utilise son intelligence pour s'échapper de Daniel. Pendant ce temps, Iceman en personne est arrivé sur les lieux et il a maintenant Elsie en sa garde. Iceman dit ouvertement à Vera que peu importe combien de fois elle essaie, elle échouera toujours. D'après ce que dit Iceman, il semble que Vera ait le pouvoir de faire répéter le temps. Cependant, Iceman lui fait savoir que les choses se termineront toujours mal pour elle, peu importe combien de fois elle essaie. Le sol commence à trembler, faisant tout tomber. Pendant que l'homme de glace s'enfuit sans que personne ne l'arrête. Comme prévu, Vera revient à la veille. Elle attend déjà de revivre les événements, mais de façon légèrement différente selon ses actions. Vera se rend à la réunion du comité où elle est réprimandée par la haute direction, comme d'habitude. La haute direction décide de lui donner une autre chance d'éliminer la fille. Pendant ce temps, Daniel essaie de faire en sorte que Vera soit à l'aise avec eux. Et pour cela, il lui faut un plan solide. D'autre part, Vera cherche un moyen de gérer la situation actuelle. Cette fois, Vera est surprise que l'homme de glace connaisse déjà son pouvoir de répéter le temps, ce qui signifie que l'homme de glace et ses alliés agissent rapidement en coulisses. Vera a intentionnellement choisi Daniel pour cette mission, car elle a compris qu'il possède des compétences exceptionnelles de tireur d'élite. Cependant, Vera pense que Daniel est encore immature psychologiquement. Vera est déjà dans son bureau, s'attendant à ce que Daniel entre et lui annonce qu'il a décidé de se retirer de la mission. Ce n'est pas la première fois qu'il fait cela et Vera y est déjà habituée. Comme elle le prévoit, Daniel entre dans le bureau et dit à Vera qu'il a une demande. Vera, croyant déjà savoir ce qu'il veut demander, répond oui.
mais elle reste complètement bouleversée en réalisant que Daniel est là pour lui demander autre chose. Daniel était là pour l'inviter à un repas organisé par l'équipe. Vera a déjà dit oui, elle ne peut plus revenir sur ces mots. Daniel part excité, en lui disant qu'il va informer le reste de l'équipe de sa décision. Vera commence à paniquer parce qu'elle ne se voit pas du tout manger avec les membres du peloton. Cela lui montre que les choses changent. Quand Daniel revient vers les membres de l'équipe, ils tous font-lui l'éloge, en lui disant qu'il a des coronesses en acier. Personne n'a jamais osé s'approcher du commandant comme ça auparavant. Et Daniel aurait apparemment réussi à le faire avec la tête encore attachée. Cependant, l'équipe sait que le commandant pourrait essayer d'éviter le dîner. L'équipe décide de faire tout son possible pour s'assurer que le commandant vienne réellement. Quand il s'agit d'acheter des ingrédients, Daniel propose de s'en charger. Pendant ce temps, Iceman a maintenant Elsie en sa garde. Il dit à Elsie qu'il a besoin de son pouvoir. Il veut qu'il fusionne pour réaliser son rêve. Dans une tentative d'éviter le dîner, Vera pense à les appeler pour l'entraînement. Mais en arrivant dans la salle d'entraînement, elle découvre qu'elle est fermée jusqu'au lendemain. Quand la salle d'entraînement est hors de question, Vera prévoit d'utiliser la porte. Mais à sa grande surprise, cela ne fonctionne pas non plus. Même la planification de la mission est impossible, car tout a été programmé jusqu'au lendemain. Avant de sortir acheter des ingrédients, Daniel se faufile dans l'asile en utilisant le chemin secret. Il trouve un endroit calme pour s'asseoir et lire les notes de Leslie. Leslie raconte comment il a remarqué le comportement froid de Vera envers l'équipe, et comment elle lui parle brièvement. Leslie réalise aussi que Vera connaît tout dans l'asile. Juste au moment où Daniel s'apprête à atteindre la partie intéressante de la note, il est attaqué par le Scar volant d'avant. Heureusement pour Daniel, il est sauvé par le village, qui se trouvait là au moment de l'attaque. Daniel les suit jusqu'au village où il leur demande des nouvelles de la bague et du joyau rouge. Le chef du village dit alors à Daniel que la bague est, en gros rien, car le vrai enjeu est le joyau rouge. Pendant ce temps, toutes les tentatives de Vera pour ne pas venir au dîner ont été contrecarrées par Sumire qui manipulait le système. Après avoir bloqué toutes les excuses qu'elle pouvait utiliser, il croit que Vera n'a pas d'autre choix que de venir au dîner. Soudain, l'équipe se rend compte que Daniel n'est pas encore revenu. Il pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. De plus, le reste de l'équipe soupçonne que Daniel leur cache quelque chose. L'équipe panique et décide d'aller chercher Daniel. Le trio se rassemble à la porte, mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, Daniel arrive avec les ingrédients. Cette nuit-là, l'équipe prépare le dîner, en attendant que le commandant arrive. Après avoir attendu si longtemps sans que le commandant ne se montre, Daniel court dans son bureau pour lui parler. Il entre dans le bureau et la trouve en train de dormir, mais elle a l'air très triste. Il essaie de la couvrir avec un manteau, mais elle se réveille, surprenant Daniel. Daniel s'excuse pour l'intrusion, mais dit à Vera que il essaie simplement de faire ce que Leslie aurait fait. Daniel s'excuse ensuite pour ses paroles dures précédentes tout en assurant à Vera qu'il restera avec elle jusqu'à la fin. C'est la promesse que Leslie a faite à Vera. Vera prend son manteau et quitte la pièce précipitamment. Vera a raté le dîner, mais elle a ensuite rejoint l'équipe pour le feu d'artifice. L'équipe s'illumine d'excitation lorsque Vera arrive pour honorer leur invitation. Plus tard dans la nuit, Daniel est appelé au bureau de Vera où elle lui dit qu'elle l'expulse du peloton. La prochaine chose que Daniel sait, c'est qu'il se réveille. Dans son lit, ses bagages déjà empaquetés. Il ne veut pas croire ce que Vera lui a dit la veille, mais il comprend rapidement qu'il a en fait été exclu du peloton. Même ses camarades de peloton sont choqués lorsqu'ils entendent la nouvelle de son expulsion. Daniel fait face au comité qui l'informe qu'il est retiré du peloton. Parce qu'il est entré dans l'asile par une voie civile. Daniel n'est pas prêt à contester son retrait et il quitte la salle, acceptant la décision prise. Après cela, Daniel rencontre les membres de son peloton, qui lui proposent de lui organiser une fête avant son départ. Pendant tout cela, Vera retrouve toujours son espion masqué. Ce soir-là, Daniel et le reste de l'équipe se rendent au bar pour prendre un verre ou deux. L'espion masqué rencontre aussi Nadia, mais après lui avoir donné les informations dont elle a besoin, elle sort son arme et lui tire dessus. Maintenant au bar, Larry devient émotif lorsque tout commence à lui faire réaliser que Daniel part en fête. Larry crache alors ce qu'il a en tête. Il dit à Daniel de lui dire ce qui le préoccupe afin qu'il puisse aider. Larry pense que Daniel essaie de réaliser une tâche depuis la mort de Leslie. Larry fait savoir à Daniel qu'il peut vraiment compter sur eux si le besoin se fait sentir. Cependant, Daniel se lève, niant qu'il y a quoi que ce soit qu'il veuille faire. Daniel quitte alors la pièce pour prendre l'air dehors. C'est à ce moment-là que Daniel entend le coup de feu. Il suit le bruit et trouve l'espion rampant par terre. Il saigne et il suggère que Daniel l'oublie. L'espion sait qui est Daniel et il dit à Daniel qu'il doit se rendre au commandant aussi vite que possible parce qu'ils ont été piégés. Apparemment, Nadia et ses hommes prévoient de voler la bague, appelée Ruka. En même temps, Hayden a réussi à s'infiltrer dans le bâtiment. Vera sait déjà qu'il arrive et elle est prête. Elle a la bague avec elle, ce qui rend le vol un peu plus difficile. Après que Daniel ait appris cela, il contacte le reste de l'équipe pour leur dire qu'ils se retirent pour la nuit. Vera et Hayden s'affrontent dans une confrontation et, durant cela, Hayden laisse Vera. Il sait qu'il est conscient de la répétabilité temporelle d'elle. Il parle aussi de Leslie et de la manière dont il a accepté Vera en toutes circonstances. La simple mention du nom de Leslie met Vera en colère et elle attaque Hayden par derrière. Cependant, Hayden s'y attend déjà.
Il parvient à bloquer l'attaque de Vera avant de lui tirer dans la main, la blessant. La bague tombe aussi du corps de Vera et c'est maintenant à Aiden de la prendre. Cependant, Aiden prévoit d'éliminer Vera avant de prendre la bague. Heureusement pour Vera, Daniel arrive au bon moment. Il frappe Aiden avec un objet, forçant Aiden à contacter Nadia. Aiden dit à Nadia qu'ils doivent se retirer rapidement. En entendant cela, Nadia active les bombes qui ont été préalablement placées pour créer une distraction. Aiden utilise alors cette distraction pour s'échapper avec la bague. Daniel est inquiet, mais Vera lui dit de ne pas s'en faire car la bague n'a pas d'importance. Aiden retrouve Nadia et ensemble, ils s'échappent dans leur petit avion. Après l'évasion de Aiden, Vera finit par tout avouer à Daniel. Elle lui montre la pierre rouge, en lui disant que c'est, en réalité le vaisseau qui contient son pouvoir et non la bague. Elle a réussi à tromper l'ennemi pour leur faire croire que la bague est la vraie. Comme dernière consigne, Vera donne à Daniel la pierre rouge, le bijou, lui disant de quitter la base avec. Apparemment, c'est la raison principale pour laquelle Vera a retiré Daniel du peloton. Daniel récupère alors le bijou, et le lendemain, il monte dans un avion en direction de l'Argentine. Assis dans l'avion, Daniel réalise qu'il a toujours l'écharpe de Elsie avec lui. À cause de cela, Daniel croit qu'il a encore quelque chose à accomplir. Daniel descend immédiatement de l'avion avant qu'il ne soit complètement embarqué. Pendant ce temps, Vera et le reste de l'équipe sont entrés dans l'asile pour leur mission. Au lieu de la zone habituelle, l'équipe explore un autre endroit, ce qui laisse les membres confus. Daniel arrive dans la salle de contrôle, et Samir lui indique où l'équipe se dirige. Daniel court immédiatement pour essayer de rejoindre l'équipe. Vera et son équipe arrivent dans une église où ils trouvent Iceman prêt à fusionner avec Elsie. Une bataille féroce éclate entre les hommes d'Iceman et l'équipe de Vera. Quelques instants plus tard, Daniel se fraye un chemin jusqu'à l'église, seulement, pour trouver les corps de ses coéquipiers par terre. Juste à ce moment-là, un Iceman complètement muté sort de l'église. Il a l'air terrifiant et effrayant. Il tire une explosion laser de son arsenal, et cela tue immédiatement Daniel. Dans la scène suivante, Daniel se réveille pour découvrir, lui-même dans sa chambre, comme la veille. Ses sacs sont prêts, comme avant. Daniel suppose que tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve. Mais il s'apprête à emprunter un chemin étrange et terrifiant, sans encore le savoir. Comme d'habitude, Daniel fait face au comité, et il lui est expliqué la raison pour laquelle il est expulsé. Daniel commence à avoir l'impression d'avoir déjà eu cette conversation. Cependant, Daniel a avec lui la pierre rouge, qui lui fait réaliser qu'il ne rêve pas. Quand Daniel et ses coéquipiers partagent un verre au bar, Daniel comprend que l'espion a été trahi et attaqué par Nadia. Il dit immédiatement à ses coéquipiers qu'il a besoin de leur aide. Daniel et Soumiré se précipitent dans le hall où ils trouvent Nadia attaquant l'espion. Elle ne s'attendait pas à être découverte si tôt, ce qui l'oblige à s'enfuir. Daniel s'approche alors de l'espion, lui demandant de lui dire exactement ce qui se passe. L'espion révèle que Vera travaille avec l'un des membres du comité. Ils ont en gros une relation mutuelle pour s'aider mutuellement. Vera utilise le directeur pour atteindre ses objectifs, et le directeur fait avancer sa carrière grâce au succès de Vera. Il s'avère que l'espion vendait des informations à Nadia aussi, et c'est la raison pour laquelle il a été attaqué. L'espion attire ensuite l'attention de Daniel sur Vera, mais Daniel lui assure qu'il a déjà la situation sous contrôle. Larry et Kubato arrivent juste à temps pour sauver Vera. Mais Aiden parvient tout de même à s'échapper avec la bague. Après l'incident, Vera se rend compte qu'elle a perdu son pouvoir de répéter le temps. Ce qui signifie que le pouvoir est déjà entre les mains de quelqu'un d'autre. Poursuivant les événements comme d'habitude, Vera et les membres de son équipe entrent dans l'asile, mais cette fois Daniel décide de les suivre. Daniel assure à Vera qu'il ne suit pas en tant que membre du peloton, mais en tant qu'individu. Vera et son équipe prennent d'assaut l'église, tandis que Daniel reste à distance pour assurer le soutien de tireurs d'élite. Iceman sort la bague pour tenter de sceller le pouvoir de Vera, afin qu'elle ne puisse pas répéter le temps, mais il se rend vite compte qu'il a été trompé. Pendant que Vera combat Iceman et Aiden, Kubato et Larry sont entrés dans la chambre d'Elsie pour la récupérer. Cependant, Iceman comprend rapidement ce qui se passe et se précipite vers la chambre d'Elsie. Iceman parvient à subtiliser Elsie sous leur nez et l'emmène dans la salle du rituel. Vera fusionne alors de nouveau avec Elsie avant qu'il ne puisse être arrêté. Vera et l'équipe sont tués dans le processus. Même Daniel subit le même sort, ce qui fait de leur tentative d'arrêter Iceman une autre défaite. Daniel ouvre à nouveau les yeux pour se retrouver dans sa chambre, son sac prêt. Les événements se déroulent comme d'habitude, mais cette fois, Daniel se rend compte qu'il lui faut une preuve. En quittant le bar, Daniel et Soumiré se précipitent vers l'endroit où l'espion est attaqué. Daniel demande à l'espion s'il sait ce qu'est la pierre précieuse rouge, mais il dit non. À ce moment-là, Daniel se demande s'il a fait une erreur. Daniel se tourne alors vers Nadia. Il la surprend alors qu'elle est occupée à jouer avec son ordinateur. Nadia parvient à s'échapper de Daniel, mais elle oublie son appareil de communication. Daniel s'y connecte ensuite pour écouter tout ce que Aiden dit. Pendant la conversation de Aiden avec Vera, Danny découvre que Vera rembobinait aussi le temps. Après avoir entendu tout cela, Daniel comprend ce qu'il doit faire. Il va chercher l'écharpe d'Elsie parmi ses affaires. Daniel se faufile ensuite dans l'église pour attraper Elsie. Cependant, Iceman découvre Daniel et Elsie avant qu'il n'ait la chance de quitter le bâtiment. Pendant que Daniel essaie de repousser l'Iceman et Aiden, Nadia s'infiltre pour saisir Elsie. Heureusement, l'équipe est arrivée à l'église.
Vera et Daniel vont après Elsie pendant que le reste de l'équipe reste en arrière pour les couvrir. En allant vers la salle du rituel, Daniel dit à Vera qu'il sait maintenant tout. Apparemment, Vera essaie tellement de tuer Elsie parce qu'elle est son moi plus jeune. Vera sait que tuer Elsie la fera disparaître, mais elle veut le faire pour s'assurer que l'Iceman n'obtiendra pas ce qu'il veut. Pendant qu'ils discutent, Iceman fusionne avec Elsie et devient l'être maléfique. L'entité de l'Iceman est si puissante qu'elle détruit tout dans la région, y compris la base militaire. Daniel meurt dans cet épisode, mais comme prévu, il revient à la veille. Cette fois, Daniel est prêt à empêcher Iceman d'atteindre son objectif par tous les moyens nécessaires. Alors que Daniel s'apprête à répéter les événements, il décide de changer un peu les choses. Daniel raconte alors tout à ses coéquipiers dès le début. Daniel leur dit tout ce qu'ils doivent savoir sur toute l'affaire. Une fois que les coéquipiers sont au courant, la première chose qu'ils font est d'aller chercher Nadia. Ils réussissent à la neutraliser en l'attachant. Ils lui prennent aussi son petit avion. Aiden est sur le point de blesser Vera, mais Daniel arrive juste à temps. Aiden veut que Nadia active les bombes, mais Nadia est déjà hors service. Toute la base est maintenant en état d'alerte maximale. Aiden arrive sur le toit, mais Kubato et Larry sont ceux qui pilotent l'avion à la place de Nadia. Aiden est obligé d'avoir une fusillade avec Daniel. Cependant, Daniel sait déjà combien de balles il reste dans le pistolet de Aiden, ce qui lui permet de lancer facilement une contre-attaque. Avec cela, Aiden comprend que Daniel répète aussi le temps. Une fois qu'Aiden réalise qu'il est acculé, Aiden décide de prendre la voie facile. Aiden marche jusqu'au bord du toit et saute volontairement, en assurant à Daniel que Iceman va encore gagner. Daniel se rend alors dans la chambre de Vera pour lui dire que son pouvoir n'est plus avec elle. Daniel a maintenant le pouvoir de Vera avec lui. Daniel dit à Vera qu'il a obtenu le vaisseau de son moi futur, ou tu peux dire son moi passé. Daniel compatit pour Vera parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup vécu. Daniel n'est mort que 3 fois, et il connaît la douleur que cela implique. Cela lui montre à quel point Vera a souffert à cause de ses nombreuses morts. À cause de cette souffrance et de cette douleur, Daniel est prêt à tout pour s'assurer que Vera soit libre. Alors que Daniel s'apprête à quitter la pièce, Vera l'arrête en larmes, lui disant que il n'y a pas d'autre solution que Elsie meure. Cependant, Daniel lui fait savoir qu'il est conscient qu'elle est Elsie. Personne ne lui a dit cela, c'est ce que Daniel a découvert par lui-même. Il semble que rien de ce que Vera veut dire ou faire ne puisse changer la vie de Daniel puisqu'il est déjà déterminé à sauver Vera. Iceman se rend bientôt compte que Aiden est mort, et, à cause de cela, il décide d'accélérer son plan. Daniel et son équipe sont également entrés dans l'asile. Iceman a des monstres qui attendent pour leur faire face, mais Daniel ne va pas laisser une bande de monstres l'arrêter. Même lorsque les monstres semblent prendre le dessus, Vera apparaît. Il semble qu'elle soit maintenant prête à aider Daniel à sauver Elsie. Une fois qu'ils sont tous d'accord, cela leur facilite la tâche pour couper les monstres afin d'atteindre l'église où le rituel va avoir lieu. Arrivé à l'église, Iceman est sûr qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Iceman fusionne avec Elsie et retient Vera captive, essayant de l'empêcher de répéter le temps. Il ne se doute pas que Vera n'est plus celle qui a le pouvoir. Iceman a un problème cette fois-ci. La fusion n'est pas complète, ce qui rend le pouvoir instable. Puisque le pouvoir d'Iceman est instable, cela donne à Daniel et son équipe l'occasion de l'attaquer. Il coupe les tentacules du monstre et Vera obtient la chance de se libérer. Elle attaque le monstre avec sa puissante lame annulaire. Pour se débarrasser d'Iceman avant qu'il ne fusionne complètement avec Elsie, Daniel a une idée. Il veut qu'il combine le joyau rouge qu'il possède avec celui de Vera. Il croit que frapper Iceman avec cela mettra probablement fin à tout. Daniel sera celui qui s'approchera d'Iceman, pendant que le reste de l'équipe essaie de le soutenir. Le combat commence, chacun donnant le meilleur de lui-même. Kabato est presque grillé par la puissante explosion d'Iceman, mais Larry bloque l'attaque avec sa main. Il ne peut pas ressentir la douleur, ce qui facilite un peu les choses pour lui. Larry parvient à protéger jusqu'à ce que Kabato contre-attaque et touche Iceman. Une fois qu'Iceman est à terre, Vera et Daniel poussent très fort pour l'atteindre. Daniel arrive auprès d'Iceman et utilise toute sa force pour insérer le premier joyau dans la chambre d'énergie. Iceman enfonce ses griffes dans Daniel, mais Daniel n'est pas prêt à abandonner. Daniel souffre énormément, et pourtant il parvient encore à insérer la deuxième pierre dans le noyau d'énergie. La réaction des 2 pierres Haruka déclenche une énorme explosion qui détruit la mutation d'Iceman. Avec la défaite d'Iceman vient un ciel dégagé. Cependant, Daniel est grièvement blessé et sur le point de disparaître. Vera se précipite pour vérifier l'état de Daniel, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter. Daniel ressent un sentiment d'accomplissement tel qu'il ne pense même pas au fait qu'il est sur le point de s'évanouir. Les yeux de Daniel sont ensanglantés, et il a l'air usé. Daniel fait savoir à Vera qu'il a des regrets, mais qu'il est heureux d'avoir vécu. Daniel possède maintenant la pierre survivante d'Haruka, et il la remet à Vera avant de disparaître. Juste au moment où il disparaît, l'existence de Daniel coule dans la pierre. Le reste de l'équipe arrive sur les lieux, mais Daniel a déjà disparu. Vera leur dit qu'il n'y a pas lieu d'être triste parce que elle est convaincue que Daniel reviendra à l'avenir. La scène post-générique montre Vera assise dans son bureau, quand une version adulte de Daniel entre dans le bureau. Vera sait déjà qui il est, et elle l'accueille simplement comme un ami.